Bon les amis, un petit 4x4-2 qui va faire son petit bout de chemin vers l'est et remettre l'église au milieu du village. Il y a un moment que je voulais causer du bonheur, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir qui est Poutine. Dans le réel, loin des mensonges médiatiques qui lui annoncent une nouvelle maladie tous les 3 jours. Si on écoute les médias, le gars a quand même survécu à une vingtaine de cancers, 3 AVC, le sida, Parkinson et un furoncle au cul. Tu sens que le mec est costaud, puisque malgré tout ça, il a fait un discours pendant 4 heures au même moment où Bidon apprenait à faire du vélo. Bon, posez vos miches au chaud, sortez la vodka, je vais vous faire voyager dans la vraie vie de Vladimir Poutine depuis qu'il est tout chiard. Et la vie du garçon, c'est mieux qu'un film hollywoodien. À côté, James Bond, c'est cri-cri d'amour dans Hélène et les garçons. Oubliez les histoires à la con des médias, on est dans le sérieux, on est dans le réel, mais évidemment parsemé de 2-3 vannes. Y a pas de mal à se faire du bien. On se refait pas. Bref, Vladimir Vladimirovitch Poutine est issu d'une famille très modeste. Le daron est dans une usine de fabrication des wagons du métro. Mobilisant 39 contre l'Allemagne nazie, il a failli y passer et sera blessé d'un éclat d'obus dans la beuge. Quant à la maman, elle travaille aussi en usine. La pauvre petite dame a passé tout le blocus à Leningrad et a failli mourir de faim. Avant le petit Poutine, il y a 2 frangins. Victor et Oleg. Mais malheureusement, les 2 gars décéderont en bas âge. Bon, d'entrée de jeu, t'as compris qu'on n'est pas sur un Walt Disney avec la bande à Mickey. Et la suite est dans la même veine. Mais vous allez voir que tout va basculer. La famille vit à Leningrad. Alors pour le coup, Leningrad, si ça vous parle pas, on va en causer une petite ligne, car l'ambiance y est particulière. Le siège de Leningrad, c'est 900 jours imposés de cassage de gueule par les nazis, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas du petit bourre-pif qui se mettait dans la trogne. En fin de course, t'as 1 800 000 morts quand même. Donc dans le patelin de Leningrad, t'y croises forcément des gueules cassées. Des mecs avec une patte en moins, du borgne, etc., etc. Il y a toute la panoplie qu'il faut pour te rappeler que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et que dans les 900 jours, faut se taper les 900 nuits livrées avec. Y a pas une famille à Leningrad qui a pas perdu quelqu'un. Ça, c'est le tableau de l'environnement de Poutine. Faut bien comprendre ça, les gars. Petiot, quand il sort de chez lui, il croise Quasimodo à chaque coin de rue. Ça traîne de la guibole entre 2 regards perdus dans le traumatisme. Leningrad, ça n'a rien à voir avec le Cap d'Agde ou Saint-Tropez. L'ambiance y est particulière. Concernant la piole, la famille créchait dans un appartement et on peut dire que c'était pas le grand luxe. On est sur du délabré, un appartement communautaire qu'ils doivent partager avec d'autres familles. Ils ont une pièce de 20 mètres carrés, pas d'eau chaude et il faut aller au bain public pour se laver le derche. Poutine dort sur un canapé et un rideau sépare la piole de ses parents. Tout est à portée de main. Tu peux faire la bouffe et te brosser les chicots en même temps. Stéphane Plaza dirait qu'il y a un côté pratique. C'est pas faux. À savoir que dans les années 50, dans son patelin, ça grouille de voyous. Et Vladimir, c'est pas le dernier pour distribuer de la torgnole, pour ceux qui aimeraient y goûter. Et le garçon est plutôt fin gourmet. Il a la paluche facile. À l'école, ses professeurs ne savent pas quoi en faire. L'autre, c'est une teigne. Forcément, son comportement remonte aux oreilles de son daron. Et quand il apprend que son môme se prend pour le petit mesrine du quartier, il a pas envie de la jouer super nanny et de se mettre à hauteur du gamin pour lui expliquer la vie. Il te l'a chicoté à l'ancienne. Et à l'époque, on se faisait pas chier avec un martinet de la foire fouille. Il n'y avait pas le budget de toute façon. Dans toutes les familles, il y avait un atelier ma main dans ta gueule. Et ben Poutine, il connaît tous les recoins de l'atelier. Tu comprends? Mais quand même, il y a de l'amour pour le petit Vlad, tout simplement parce que c'est l'enfant tant attendu. Bref. Après les années bourre-pif, 2 événements changeront la petite terreur du quartier. D'abord, une personne viendra transformer le cours de sa vie, c'est Vera Gourevitch. Si vous voulez, il a été demandé au professeur de l'époque de prendre en main un élève de la classe et la professeure Vera Gourevitch a choisi Vladimir Poutine. Apparemment, elle aime les challenges. Et à partir de ce moment-là, Vera passera tout son temps libre avec le petit canaillou. Et elle lui fait découvrir la culture, l'art, les livres. Plongé dans un monde qu'il ne connaissait pas, il se prend au jeu. C'est le début de la métamorphose. Le deuxième événement qui le sauvera de la rue, c'est le sport. Le président russe dira lui-même « En réalité, j'étais une racaille. Si je n'avais pas fait de sport, je ne sais pas comment j'aurais tourné. » À savoir que Poutine est un putain de sportif, les gars. Il fait du ski alpin, de l'équitation, de la natation, de la randonnée, etc., etc. Sur un vélo, ça n'a rien à voir avec Biden. En équitation, il monte que les ours. Les chevaux, ça l'emmerde un peu. Trop facile. Et quand il nage, c'est toujours accompagné par des dauphins. Mais surtout, il gère le sambo, qui est un sport de combat russe qui n'a rien à voir avec la samba, même s'il faut faire valser le mec d'en face. Et il pratique aussi le judo dès l'âge de 13 ans. Et deviendra un grand maître dans les 2 sports en 1975 et 1976.
Son premier entraîneur, Anatoly Raklin, je sais pas si je prononce bien le nom, qui est décédé depuis. Il faut savoir que son entraîneur a eu un impact très positif sur lui et d'ailleurs sur tous les autres gamins qui ont choisi le chemin du sport à celui de la rue. Alors Poutine est un excellent judoka, c'est vraiment un très très bon, mais il y cultive aussi la loyauté, la fidélité, l'homme est droit et méticuleux, pas du genre à faire des choses sur un coup de tête. Donc, maintenant que la trajectoire a changé, Poutine rêve comme tous les petits Russes de l'époque qui regardaient les films de héros des services secrets, c'est d'en être. Ça, c'était son délire, tu vois. Il regardait pas Pretty Woman. Ça, c'est plus pour Macron. Poutine était branché service secret. Il rêvait pas de faire le tapin. Vous comprenez ? Donc, il adorait les films de héros des services secrets et dira, dans ces films, une seule personne est plus efficace que toute une armée. C'est ça le rêve de Poutine, les gars. D'être le héros du game. Celui qui sauvera son pays seul contre le reste du monde. On va dire que pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est son rêve de gamin. Et pour ça, il faut intégrer le KGB. Mais pour y arriver, il faut être bon dans les études et bon dans le sport. Et comme Poutine est plutôt du genre teigneux, il ne lâche rien. Au point qu'en 1975, il sera diplômé de la faculté de droit. Poutine fut choisi par le KGB de Leningrad parce qu'il était l'un des meilleurs étudiants. Du coup, il intègre les services secrets de contre-espionnage de la ville. Et là, il va apprendre tout de l'espionnage. Tout, de la filature aux écoutes téléphoniques, placer des micros, etc., etc., etc. Il connaît tout de A à Z. Donc avant de l'empoisonner avec un M&M's bleu ou vert, faut se lever tôt le matin. Et c'est une des raisons pourquoi Madame Marcel est fan de Poutine. C'est son côté service secret. Bah pareil que lui, elle s'est fouillée dans les portables, les poches de jeans, la filature, ça n'a aucun secret pour elle, elle pourrait même lui apprendre 2-3 trucs à Vladimir. Moi je l'ai vu faire 600 km pour, soi-disant, s'assurer que j'étais bien en formation dans le cadre de mon travail. Elle n'avait pas l'adresse mais m'a trouvé grâce à la géolocalisation préalablement activée sur mon portable. Ah bah avec elle tu peux pas t'enfuir. Bon, on passe sur les techniques de torture, je voudrais pas lui attirer des ennuis. Mais bon, putain, ça se trouve, elle bosse pour le KGB, j'en sais foutre rien, moi. Mais passons. En 1983, il se marie avec une hôtesse du nom de Lyudmila Alexandrovna Teglebnova. Elle dira de lui, il était tellement effacé et vêtu si pauvrement que je n'y aurais même pas prêté attention si je l'avais croisé dans la rue. Poutine, tu lui mets pas une paire de Nike, il en a rien à foutre. C'est le genre de mec à mettre des chaussettes harlequins dans ses bottines. Faut comprendre que pour lui, un slop, c'est juste pour tenir le paquet. Y a pas d'autre fonction à l'ustensile. Bon, c'est vrai qu'au niveau des sapes, c'est pas son point fort. Par contre, comme il s'entend bien avec les Africains, y a moyen d'arranger ça avec les sapeurs congolais. Bon, allez-y mollo quand même, les gars, parce que ça pourrait agacer Elisabeth Lévy. Bref. À 33 piges, il est muté à Dresde dans l'Allemagne de l'Est et s'installe avec sa femme et ses 2 filles. Le mur de Berlin tombe le 18 novembre 1989. Poutine est rapatrié en Russie à Leningrad, ville qui redevient Saint-Pétersbourg au passage. C'est à ce moment-là que Poutine devient en 1991 le conseiller aux affaires internationales d'Anatoly Sobchak, le maire de la ville qui était aussi son ancien prof de droit. Faut savoir que Poutine est très apprécié car c'est un homme extrêmement fidèle. C'est aussi quelqu'un qui fait le boulot qu'on lui demande de faire et c'est justement là sa force. En 1996, il est nommé à Moscou dans l'administration présidentielle et en 1998, il est nommé directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB que l'on connaît surtout sous l'ancien nom du KGB. Et Poutine devient patron des services secrets. Et là, ça devient très intéressant car cette nomination tombe au moment où le président Boris Yeltsin arrive en fin de règne rongé par l'alcool. Pour ceux qui se rappellent de Boris, le mec il enquille comme jamais. Quand on le voyait à la téloche, c'était pour nous montrer à quel point il était bourré. Boris, au lever de coude, c'est un champion en la matière. Un dieu vivant pour tout alcoolique qui se respecte. Depardieu à côté, c'est un enfant de cœur. Faut bien piger un truc. Du temps de Boris Yeltsin, le mec voit tout en double. Il gère juste la vodka. Ce sont les oligarques qui tiennent la boutique. Ils détiennent tout ce qu'il y a en Russie. Tous les gars. T'achètes pas une glace à l'eau sans que le bâtonnet appartienne à un oligarque. Des chaussettes en passant par le slip jusqu'au béret, t'es habillé par un oligarque. Et là, les mecs sont emmerdés parce qu'ils ne veulent pas qu'au moment des élections, le pouvoir passe à l'opposition. Du coup, les oligarques cherchent le candidat idéal. Il faut que le type ne soit mêlé à aucune affaire, n'ait aucun lien avec la mafia, le mec propre sur lui. Il fallait trouver l'élu. Et c'est le plus influent des oligarques, Boris Berezovsky, qui va trouver le candidat par excellence. Un mec loyal qui fera ce qu'on lui dit de faire. Et là, les amis, tout va commencer en France. Plus précisément à Biarritz.
Poutine fait trempette dans une petite bicoque avec sa famille et Berezovski va lui faire une proposition d'embauche, un CDD renouvelable en tant que chef du Kremlin. Et que va faire Helsinki 3 semaines plus tard? Il va nommer Poutine comme Premier ministre. Il lui met le pied à l'étrier. Et avec l'appui du pouvoir et des oligarques, il devient président de la Russie en 1999. Les oligarques sont aux anges, ils pensent avoir placé leur pantin, mais tout ne va pas se passer comme ils veulent. Et là a lieu une réunion mémorable, les gars. On rentre dans le dur. Écoutez bien ce qui s'est passé le 28 juillet 2000, soit 4 mois après l'élection. Au cours d'une réunion devant les 21 plus gros oligarques, Poutine prend le micro et ce sera pas pour leur chanter une berceuse, ou la Kalinka. Et en gros, il leur dit « Bon les gars, aujourd'hui je suis président de la Russie. Et on va pas mélanger les affaires et la politique. Donc à partir de maintenant, vous faites votre boulot dans les affaires et je ferai le mien dans la politique. On ne mélangera plus les torchons et les serviettes. Et tout se passera bien. » Par contre, si vous me faites chier, je vous cache pas qu'il y a un petit risque de sucer des glaçons en Sibérie entre 2 ours blancs. Donc faites quand même attention à vos mimines. Poutine est en train de leur mettre une carotte comme jamais. C'est le casse du siècle, les gars. Tous les milliardaires du pays, ils comprennent qu'ils se sont fait baiser par le petit fonctionnaire qu'ils croyaient insignifiant, avec ses chaussettes arlequins et son air de pas y toucher. Aux États-Unis, ils inventent des super-héros en collant. En Russie, ils ont Poutine. Et l'un des oligarques milliardaires, Mikhail Rodorovsky, n'est pas content. Le gars est pas d'accord. Le fait savoir et se retrouve en tôle pendant 10 ans. Comme ils traînent tous des casseroles et que Poutine était chef des services secrets, l'air de rien, tu penses bien qu'il a un dossier sur chacun d'entre eux. Et quand l'oligarque milliardaire va prendre 10 ans de prison dans les dents, ça va calmer toute la troupe. Ça, c'est la méthode Poutine, tu vois. C'est pas Macron, hein. Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a fait au tout début de son premier quinquennat. C'est baisser de 5 € les appels. Donc, pour les personnes les plus misérables de France. Ben, Poutine, le premier truc qu'il a fait en prenant le pouvoir, c'est emmerder les milliardaires et non ses propres citoyens. Ah ben, ça change de chez nous, forcément. Faut comprendre qu'avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, le PIB de la Russie avait reculé de plus de 40%. Et le revenu mensuel à l'époque était de 63 $. Toute l'économie avait été pillée par les oligarques. Résultat des courses, depuis que Poutine est au pouvoir, il est soutenu par le peuple à 10 000% et tous les médias occidentaux ne peuvent que le constater. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dette. Il y a des réserves de plus de 650 milliards de dollars avec un fonds souverain de 150 milliards de dollars. La Russie est le deuxième exportateur de pétrole au monde. Pour le gaz, je vous en parle même pas. L'industrie russe représente 30% du PIB. Le salaire moyen des Russes a été démultiplié, etc., etc., etc. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je dis que pendant que l'économie et les salaires se portent bien, nous, on plonge dans un trou sans fond. Avec l'essence qui dépasse les 2 €, le gaz, l'électricité, l'alimentation, tout augmente, sauf nos salaires. Et maintenant, on a Total Energy, EDF et Engie qui appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, d'électricité et de gaz. Mais on se fout de notre gueule. Alors, enlevez-moi d'un doute. Mais on est d'accord qu'au départ, ça devait être les Russes qui devaient être sanctionnés. Pas nous. Sauf que dans la réalité, c'est nous qui payons la note de Zelensky. Et ce couillon n'est même pas foutu de changer de t-shirt avec les milliards qu'on lui fourgue aux frais de la princesse. Ah ben il commence à me plaire celui-là avec ses petits nasillons. Je sais pas vous, mais l'autre cocaïnomane de Zelensky, j'en peux plus de voir sa trogne tous les jours à la téloche. À cause de lui, avec le prix de l'essence pour partir en vacances, va falloir hypothéquer nos baraques les gars. Et Madame Marcel, elle a loué à la Grande Motte. Donc, si à cause du joueur de piano, il y a un risque d'annuler, je te promets qu'elle va y descendre en Ukraine, le prendre par l'oreille et le ramener à Poutine. Et tout ça sans l'accord de l'OTAN. Elle s'en bat les steaks, la mère Marcel. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Bref, voilà en 4-4-2 qui est Poutine. C'est le jour et la nuit de ce que peuvent dire les médias. Un petit dernier exemple pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, je le mettrai sous la vidéo, mais dans ce documentaire, on voit le président russe qui menace le milliardaire Oleg Deripaska, qui détient la deuxième plus grande société d'aluminium du monde, pour qu'il rouvre une usine afin de sauver des centaines d'emplois. Il le force à signer devant les caméras. Et croyez-moi bien qu'il l'a fait. Hein. Alors pourquoi il fait ça, Poutine? Il le fait parce que son père était un ouvrier. Il le fait parce que sa mère était une ouvrière. Il le fait parce que tous ses potes, quand il était petit, leurs parents étaient des ouvriers. D'où parle Poutine?
Il parle depuis Leningrad d'un appartement de 20 mètres carrés au milieu du peuple. Et ça, c'est inscrit en lui. C'est un président qui protège son peuple, c'est tout. Aller au Donbass et demander aux femmes et enfants bombardés par l'Ukraine depuis 2014 qu'ils pensent de Poutine. Voilà ce que les médias ne disent pas. Posez-vous les bonnes questions. Bon, les amis, concernant notre média, la fête continue. Nos interviews avec notre journaliste Kate se portent merveilleusement bien, avec le sénateur d'Iborgo, Marie-Estelle Dupont, et bientôt va sortir un autre invité de haut vol. Comme vous avez pu le voir, Momochi est venu agrandir l'équipe du 4-4-2 avec sa bonne humeur et son talent pour fouiner. Claire, notre infirmière attitrée, nous a aussi rejoint pour notre plus grand plaisir. Un grand merci à L2 pour ce travail. Merci à toute l'équipe du 4-4-2 qui bosse dur pour que vous puissiez avoir de l'information 7 jours sur 7 tous les jours de l'année. Je rappelle que c'est du travail bénévole et c'est un boulot de titan. Donc, big up à eux. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, que ce soit ponctuel ou mensuel, le lien est sous la vidéo. Je compte sur chacun d'entre vous pour partager cette vidéo. Bref, les amis, le combat continue. Les beaux jours arrivent et arriveront encore plus vite par notre mobilisation et notre ténacité. Donc, on lâche rien et on grappille de la liberté. Allez, à ciao les gars.